Bonjour tout le monde, ça nous fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous passionne. On va parler des soins palliatifs pédiatriques, un sujet qui peut être parfois difficile d'aborder, mais j'espère qu'à la fin, vous allez vraiment apprécier l'approche et la philosophie d'intervention des soins palliatifs pédiatriques. Donc, en fait, on va présenter un peu c'est quoi, hein, la définition, les mythes. Il y a encore beaucoup de choses à démystifier non seulement auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels de la santé. Et on va parler de différentes trajectoires de maladies en soins palliatifs pédiatriques. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu la réalité du Fort Enfants et Famille, l'organisme communautaire où je suis directrice médicale, la mission, la vision et l'offre de services. Et on va conclure ensemble. Donc, qui dit soins palliatifs, pour certains, c'est vraiment synonyme de fin de vie. C'est un sujet qui est triste, qui est difficile à aborder, mais j'aimerais vous présenter la définition officielle. Quand on parle de soins palliatifs pédiatriques, on parle de soins qui sont actifs et complets. Donc, c'est pas on baisse les bras, c'est des soins actifs et proactifs qui touchent toutes les dimensions du bien-être de la santé, donc les dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Et l'objectif principal, c'est vraiment d'aider à maintenir la meilleure qualité de vie possible pour l'enfant. Et on offre également du soutien non seulement à l'enfant, mais la famille et la famille élargie. Donc, cela inclut le soulagement des symptômes de l'enfant, des services de répit pour la famille et des soins jusqu'au moment du décès et durant la période de deuil. Donc, ça ne s'arrête pas au moment du décès. Donc, notre philosophie d'intervention, oui, on parle de mort, mais on affirme la primauté de la vie. On est dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant à vivre sa vie, à atteindre son plein potentiel, à avoir des belles expériences? On sait que la vie, la mort, c'est des expériences qui sont profondément personnelles pour l'enfant et la famille. Donc, l'approche est vraiment individualisée. Puis, notre ancien slogan fort, c'était s'amuser jusqu'au bout de la vie, parce qu'on reconnaît que les enfants, le travail de l'enfant, c'est de s'amuser, c'est de jouer. C'est une approche qui est vraiment flexible, qui est globale et holistique. Puis le but, c'est encore une fois toujours de répondre aux besoins et aux attentes de l'enfant et sa famille, tout en respectant les valeurs et les croyances. Donc, on va y aller avec certains mythes qui entourent les soins palliatifs pédiatriques. Le premier, c'est que les soins palliatifs pédiatriques sont applicables seulement aux patients en fin de vie. Donc, si vous retenez un message aujourd'hui, c'est que oui, ça fait partie de ce qu'on fait, les soins de fin de vie, puis c'est une partie évidemment très, très importante, mais les soins palliatifs pédiatriques englobent beaucoup plus que juste la fin de vie. On peut être là tout au long de la trajectoire de maladie de l'enfant, et c'est ce qu'on souhaite, hein. On souhaite une implication précoce pour qu'on puisse vraiment apprendre à connaître l'enfant, connaître la famille et les soutenir tout au long de la trajectoire. Contrairement à l'adulte, il y a quand même des spécificités en pédiatrie. En PED, il y a vraiment une variété de conditions qui peuvent conduire à une espérance de vie limitée. Donc, en adulte, on est plus dans des catégories circonscrites de diagnostic comme le cancer, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, etc. Mais en pédiatrie, il y a vraiment différentes conditions, que ce soit des conditions génétiques, des atteintes de plusieurs systèmes du corps, des maladies orphelines qu'on appelle, donc des maladies qui sont très rares, dont on ne connaît pas très bien la trajectoire et le pronostic. Donc, il y a toute cette réalité-là. Et on a une population croissante de patients dépendants de la technologie. Donc, un exemple, c'est les grands prématurés qui survivent à la période néonatale initiale, mais qui ont besoin d'un support, que ce soit un support ventilatoire ou un tube de gastrostomie pour l'alimentation. Donc, en nombre absolu, c'est un petit nombre d'enfants, mais c'est quand même une population croissante qu'on voit avec les avances incroyables qu'on a en médecine, en technologie. On a aussi, c'est en lien avec le premier point, mais des défis reliés au pronostic et l'incertitude face à l'évolution de la maladie. Parce qu'on n'est pas nécessairement dans des catégories de maladies avec des pronostics et des trajectoires très claires. On est beaucoup dans l'incertitude. Fait que ça fait partie de l'évolution de vivre un petit peu dans les zones grises puis dans l'incertitude. Comme vous pouvez imaginer, très difficile pour les familles. Donc, on est là pour soutenir les familles dans la prise de décision et dans cette incertitude tout au long de la trajectoire. Les critères, donc quels patients peuvent bénéficier de soins palliatifs pédiatriques? Ça, c'est le tableau qui vient des normes en matière de soins palliatifs pédiatriques du ministère. Je vais vous le simplifier, mais en gros, c'est tout patient qui a une condition pour laquelle il y a un traitement potentiellement curatif, mais qui pourrait échouer.
comme un cancer pour lequel il y a un traitement, mais qui est en rechute. Les conditions, une mort prématurée est inévitable. Donc, on a malheureusement certaines maladies qu'on sait vont progresser vers un décès précoce. Il y a des maladies qui sont plus statiques, qu'on appelle, qu'on s'attend peut-être à une dégradation plus rapide, et il y a d'autres maladies qui sont progressives. Donc, on sait que l'état de l'enfant va se dégrader progressivement. Il y a des enfants qui ont des maladies neurologiques graves qui accentuent leur vulnérabilité. Par exemple, la paralysie cérébrale, c'en est une, mais nous, en soins palliatifs, on va voir plus les enfants qui sont plus atteints, qui ont des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire qui sont hospitalisés souvent, qui font des pneumonies d'aspiration. Donc, la détérioration n'est pas nécessairement prévisible, mais on sait que ces patients-là sont très, très fragiles au niveau de leur état de santé. Il y a aussi les nouveau-nés dont l'espérance de vie est très limitée. Donc, il y a comme une petite sous-spécialité qui sont les soins palliatifs périnataux, c'est pour les petits bébés. Et évidemment, s'il y a un décès inattendu, plus abrupt, on peut être là pour soutenir les familles aussi. Donc, ça, c'est juste pour démontrer un petit peu la spécificité des trajectoires. Donc, en adulte, souvent, c'est un diagnostic, on peut avoir une période de traitement et il y a une dégradation progressive de l'état conduisant jusqu'au décès. En pédiatrie, ça peut être beaucoup plus variable. Donc, ça, c'est différents exemples de trajectoires. Donc, par exemple, dans le scénario B, on a un enfant qui est en bonne santé, mais ensuite qui a une dégradation progressive de son état et ou une dégradation plus rapide dans les jours ou semaines précédant le décès. Les images C et D, c'est vraiment plus l'enfant qui peut vivre des périodes de stabilité où il y a une relativement bonne qualité de vie, où il n'y a pas trop de symptômes, mais euh, l'exemple, par exemple, que j'aime utiliser pour l'image D, c'est l'enfant qui est stable, mais qui attrape un virus, un simple virus, le rhinovirus, le virus du rhume, mais dans le contexte de sa fragilité médicale, il y a une dégradation importante. Il peut se retrouver aux soins intensifs, intubé et tout ça. Donc, à ce moment-là, il y a une dégradation au niveau de la qualité de vie et l'enfant peut se rétablir. Parfois, on revient à l'état de base précédente, mais parfois, on retrouve un nouveau baseline où la qualité de vie n'est pas autant bonne. Fait qu'on peut avoir ces espèces ou cette espèce d'évolution en dents de scie pendant un certain temps, voire des années, avant de finalement progresser vers une fin de vie. Donc, ce n'est pas toujours prévisible. En fait, le nombre de diagnostics où la trajectoire est prévisible sont quand même très petits. La grande majorité de notre population, c'est des enfants avec des maladies chroniques complexes qui sont plus dans les catégories C et D, là, qui ont des vulnérabilités. Euh, Encore une fois, dans la spécificité, ben, l'historique médical pour les enfants, ça peut être très long. On peut les suivre pendant des années. Il y a toute la réalité de la famille autour, hein. L'enfant ne prend pas nécessairement ses propres décisions, c'est des parents. On peut avoir les situations psychosociales complexes, donc il y a une complexité accrue à ce moment-là. L'expression de la douleur, les petits bébés ne peuvent pas nous dire qu'ils ont mal. Donc, il y a toute une spécificité dans l'évaluation de la douleur. Les enfants plus âgés, d'âge scolaire, tout ça, peuvent exprimer leur douleur verbalement. On a aussi des patients non-verbaux, hein, nos enfants avec des atteintes neurologiques sévères qui communiquent autrement. Donc, il y a tout ça aussi qui vient en ligne de compte. Les enfants, c'est pas comme des adultes, c'est ça, en plein développement. Donc, tout ce qu'on fait dans l'approche, dans le langage, doit être adapté à l'état développemental de l'enfant. Il y a la compensation des organes. Un enfant peut avoir une atteinte neurologique, mais un cœur et un poumon qui est très, très fort. Donc, ça va avoir un impact sur la progression de la maladie. Puis, encore une fois, les maladies spécifiques aux enfants, les maladies génétiques vraiment plus rares qu'on voit, qui sont aussi en lien avec un parcours imprévisible. Parce que vous pouvez imaginer, ben, s'il y a 5 cas dans le monde, on a une petite littérature, c'est très, très difficile de guider les familles puis de prédire comment ça va évoluer. Donc, si on résume, le grand message, c'est que notre rôle primordial, c'est vraiment d'accompagner la famille puis de s'assurer que les soins médicaux soient alignés avec les souhaits et valeurs de la famille en visant la meilleure qualité de vie possible. Puis on parle vraiment de soins concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la famille peut être avec son équipe traitante et les équipes soignantes dans les centres hospitaliers dans, tu sais, des soins à visée curative, et on peut avoir une équipe de soins palliatifs qui va suivre la famille de façon concurrente. Donc, ça, je pense, c'est aussi important à retenir. On n'a pas besoin d'attendre qu'on soit uniquement dans des soins de confort ou dans des soins de fin de vie pour faire appel à une équipe de soins palliatifs. On peut être impliqué
beaucoup plus en amont. Un autre mythe, c'est ben, quand l'équipe traitante nous parle de soins palliatifs, c'est quand l'équipe rentre et disent on pense que vous devriez ou ce serait une bonne idée de rencontrer l'équipe de soins palliatifs, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, on n'utilise jamais ce langage parce qu'on sait qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut offrir aux parents et leurs familles. Il n'y a jamais rien à faire. Quelques exemples, ben, quand l'enfant a de la douleur ou de la souffrance, on a toujours des bonnes stratégies pour minimiser la douleur et autres sources d'inconfort, que ce soit avec des médicaments ou ce qu'on appelle des mesures non pharmacologiques. On peut aider avec la prise de décision tout au long de la trajectoire de la maladie. Tu sais, il y a des points que les parents souvent vont identifier comme des moments charnières. Est-ce qu'on fait un autre traitement de chimio? Est-ce que là, on nous dit que peut-être que notre enfant ne pourrait pas manger par la bouche? On nous parle de gastrostomie. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? On parle de faire une trachéostomie. On ne sait pas trop. Donc, on peut accompagner les familles dans ces prises de décision-là. Le soutien psychosocial est un volet très, très important. Antoinette va vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Puis en gros, le but, c'est de s'assurer que les souhaits et les valeurs de la famille soient respectés. Fait que nous, on ne remplace pas les équipes traitantes. On ne remplace pas le neurologue, bien sûr, le pédiatre traitant, le généticien, le cardiologue, tout ça. On est là en complémentarité. Donc, on communique beaucoup avec les équipes traitantes, mais on est là pour avoir un petit peu, vu que nous, on n'est pas concentré sur le cœur, le cerveau, on est concentré sur l'enfant dans sa globalité, la famille dans sa globalité. Fait qu'on est là pour avoir un petit peu cette vue d'ensemble sur, OK, est-ce que les interventions proposées concordent avec ce qui est important pour vous puis ce que vous voulez pour votre enfant? Donc, je vais passer la parole à Antoinette. Qu'on voit chez les familles, en fait, c'est qu'il y a il y a des choses qui se passent chez la famille quand on a un enfant avec des besoins spécifiques ou des enfants avec des maladies à issue potentiellement fatale. C'est au niveau de l'organisation de la vie quotidienne. Hein, souvent, bien, tout est en fonction de l'enfant. L'enfant a des médicaments, il faut les préparer, ces médicaments-là. Au niveau de l'alimentation, si l'enfant a une gastrostomie, tout ça. Les suivis aussi à l'hôpital. Donc, tout est comme centré autour de ça, puis on s'organise autour pour pouvoir passer à travers les journées. Puis ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la santé physique aussi, les parents, ben, ils vont manquer de sommeil, il y a de l'inquiétude aussi chez les parents. Il y a aussi l'enfant qui devient plus grand aussi, donc plus lourd aussi, donc dans les déplacements. Des fois, on n'a pas d'équipement à la maison, donc c'est des choses que les parents se retrouvent avec ça. Sur le plan professionnel aussi, hein, des fois, l'enfant a beaucoup de suivi, donc un des deux parents doit quitter son emploi, donc ça fait qu'il y a une baisse de revenus aussi à la maison, puis là, ça fait comme une belle chose à s'adapter. Au niveau social aussi, hein, souvent, ben, déplacer avec notre enfant, ça demande beaucoup de choses à. Il n'y a pas juste notre enfant qu'on déplace, c'est l'équipement, c'est tout ça, ce qui fait que des fois, ça crée un petit isolement. Les gens autour ne savent pas trop comment, comment être avec nous. Donc, les familles se trouvent plus isolées à ce moment-là. Au niveau des ressources de répit, ben, il n'y en a pas tant non plus aussi. Les CLSC, quand ils offrent des chèques emploi-service, ben, il faut trouver quelqu'un. Hein, c'est les parents qui veulent le faire. Donc, ça fait, il n'y a pas beaucoup de ressources. Et la perte éventuelle de son enfant, mais c'est sûr que les parents, ils pensent aussi, ils savent que leur enfant ne guérira pas, leur enfant est fragile, fait que ça doit passer par leur esprit aussi quand l'enfant va revenir. Excuse-moi. Oui, Excuse-moi, il y a un parent qui demande si tu peux parler, augmenter le volume parce qu'elle n'entend pas oui, bien, s'il te plaît. okay. Je vais essayer de parler plus fort, puis on verra si ça fonctionne. Je suis désolée. Je suis rendue à l'autre diapo. Donc, les besoins qui sont rapportés par les parents, souvent, c'est du soutien au quotidien, que ce soit au niveau des repas, d'aller chercher la fratrie. Ce qu'on retrouve aussi chez les parents, souvent, c'est avoir accès à des ressources adaptées aussi. Ils ont besoin aussi de se sentir compris, de se sentir soutenus. Les parents ont besoin que leur enfant soit vu comme un tout, pas juste le cœur ou les poumons, mais que ce soit vraiment un tout. Qu'on prenne compte aussi de la personnalité de l'enfant. L'enfant, ce n'est pas une maladie, c'est un enfant avec sa personnalité, avec ses besoins spécifiques à lui aussi. De pouvoir prendre du temps aussi pour eux. Hein, ils ont besoin du temps pour eux aussi. Donc, pour eux, pour la fratrie, pour le couple aussi. Donc, c'est un des besoins que les parents ramènent aussi. Le besoin aussi qu'on reconnaisse leur vécu aussi, leur réalité, que ce soit reconnu. Ils ont besoin aussi d'avoir toutes les informations pour bien prendre leurs décisions aussi. Souvent, on va, en soins palliatifs, on regarde les coûts-bénéfices. Est-ce qu'on doit faire une chirurgie ou pas? Mais c'est important d'avoir toutes les informations pour prendre la meilleure décision puis d'être soutenu dans tout ça. Ça va tout au niveau du son avant que je continue?
Ben, si tu peux parler un peu plus fort, ça sera encore mieux. OK, j'essaie vraiment. Ou Dans te la rapprocher du micro, là. je vais m'approcher le plus. Vous allez voir mon front, mais au moins, peut-être vous allez On m'entendre. va mieux entendre, oui. Parfait, Merci. super. Fait que dans la prise en charge d'un parent partenaire, ben, c'est ça, en pédiatrie, mais l'enfant puis la famille, c'est un tout, hein? Donc, on s'occupe autant de l'enfant que la famille. Donc, la famille complète, mais ça inclut autant l'enfant que les parents, la fratrie, les grands-parents, les personnes significatives. Le parent, il est considéré comme un spécialiste de son enfant. C'est lui qui connaît le mieux son enfant, donc qui participe activement dans la prise de décision. Donc, on prend en compte aussi. Et le partenariat avec les équipes traitantes, c'est nous, comme disait Dr. Baroni, on est en complément, on travaille avec l'équipe traitante, donc on est là pour aider dans les prises de décision, pour accompagner, dans le fond, la famille dans tout ça. Au niveau de la fratrie, souvent, on dit que c'est les grands oubliés. Hein? Souvent, les parents, ils veulent les protéger. On veut pas, on se dit, ben, on veut qu'ils continuent à aller à l'école, qu'ils continuent leur quotidien, on veut les protéger. On les tient un peu à l'écart à ce moment-là. Puis les enfants, la fratrie, mais ce qu'ils se disent aussi, c'est que ils veulent protéger leurs parents. Fait que c'est comme l'un veut protéger l'autre. Il y a moins de choses qui sont dites, mais dans les écrits, puis notre expérience, ce que ça montre, c'est que l'implication de la fratrie dans la trajectoire de la maladie, c'est bénéfique. Ça leur permet de voir ce qui se passe, de comprendre, de rencontrer des spécialistes aussi qui sont là dans la vie de leur frère ou de leur sœur. Puis ça leur permet de mieux comprendre puis de ne pas s'imaginer des choses non plus, parce que des fois, l'imagination est beaucoup plus grande, beaucoup pire. OK. Je voulais juste dire un mot rapide sur l'adolescence, hein. J'ai parlé du fait que les enfants sont des êtres en développement. Donc, l'approche qu'on va avoir avec un enfant de 4 ans, c'est différent que l'approche qu'on va avoir avec un enfant de 8 ans. Et les adolescents méritent leur propre approche individualisée également. L'adolescent polyhandicapé ou avec une maladie qui menace la vie, euh, ils ont une perte de contrôle sur leur corps, hein. C'est un moment où on est en quête d'identité et là, on perd le contrôle sur notre corps. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a une atteinte au niveau de leur vie sociale. Ils ne peuvent pas toujours faire les activités que leurs pères font. Euh, Ils peuvent ressentir un certain isolement parce qu'il n'y a personne qui comprend ce qu'ils vivent et ils sont potentiellement limités dans les choix qu'ils peuvent faire pour leur vie. Donc, c'est vraiment, vraiment très important à ce moment-là, dans la prise de décision, de soutenir leur autonomie émergente. Donc, même s'ils n'ont pas 18 ans, puis au niveau de la légalité de la chose pour la prise de décision, les parents joue un rôle important, ben, il faut quand même impliquer l'adolescent dans la prise de décision de façon significative. Et quand on parle plus d'une trajectoire de maladie qui s'en va vers une fin de vie, très, très important de voir ben, qu'est-ce qui est important pour eux maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent pour les jours, les semaines, les mois qui restent et dans leur héritage. Donc, on parle de cultiver la mémoire. On a un programme au fort, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Mais moi, je trouvais que ça valait la peine de vous montrer ça. C'est juste comme le petit preview d'un film qui parle d'un jeune adolescent avec une tumeur maligne à issue fatale. Puis c'est une vraie histoire, là. C'est un jeune aux États-Unis. Puis qu'est-ce qui était important pour lui en fin de vie? Je vous avise, c'est en anglais, malheureusement, il n'y a pas de version française, mais je trouvais que ça illustrait très bien le point. Fait qu'on va essayer, voir si ça fonctionne. All right, everybody, put those phones down. Let me holler at y'all real quick. Today is the day we cram your college essays. Yay! Question number one: what do you have to offer? And not even just to a university, to the world. What do you want to do with your one wow and precious life? I still don't understand why she'd want to go out with me. Are you serious? You're bald. Among other things. Well, I lied and I told her that you're super cool, so you're welcome. Morning, folks. Morning. He's got a date. Nice. I don't like the sound of that cough. None of us are really promised tomorrow. We all just assume it's going to be there. You get to decide what matters most now. Don't you lose hope, the sky's not falling. I know you're in pain, just please don't show it. Moment, please. Zach, have you looked
20,000 views? This is just the beginning. What's the end? Is this what you wanted? What I want is to not have to lose my best friend. I have nothing to give you. No future, nothing. So, what is it I plan to do with my one wild and precious life? It's really simple, actually. I just want to make people happy. There it is. Do it, Ivy. I need you. I am in love with you, unlike an exaggerated love. Voilà. Euh, J'attire votre attention quand la mère a dit, maintenant c'est à toi de décider qu'est-ce qui est important. Fait que nous, on va vraiment miser sur ça quand on parle avec nos ados. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez laisser? Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? Pour lui, l'exemple, c'est la musique. Il voulait partager sa musique. Puis pour lui, c'est important qu'il puisse se rendre à son bal de finissant. Fait que c'est important d'aller chercher puis d'avoir ces discussions ouvertes pour permettre aux jeunes de vivre ce qu'ils peuvent vivre. Puis, dans le fond, des fois, c'est des choses qui ne sont pas possibles, mais on va toujours aller creuser, gratter, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour ces jeunes adolescents. Donc, voilà, je voulais quand même vous montrer ça. J'essaie de... Voilà. Le dernier mythe qu'on va aborder, puis ça va être notre introduction au phare, c'est une maison de soins palliatifs pédiatriques. C'est résolument triste. C'est vraiment l'impression que les gens ont quand on parle de soins palliatifs puis quand on parle de soins palliatifs pédiatriques, on voit le visage des gens. Oh mon Dieu, c'est tellement un sujet triste, c'est triste. Je ne sais pas comment vous faites. Mais là, on va vous présenter un petit peu le phare, puis qu'est-ce qui se passe entre nos 4 murs. Puis j'espère que ça vous permet de voir qu'à l'intérieur de ces 4 murs, il y a de la magie, il y a de la vie, il y a de la joie. Donc voilà. Donc, je vous ai mentionné notre slogan, s'amuser jusqu'au bout de la vie. Antoinette, c'est-tu encore moi ou c'est toi? Je me souviens. Encore toi. Tu Ok, m'entends? oui, c'est bon. Donc, comme j'ai mentionné avant, l'idée, c'est de pouvoir prendre des moments, on est là dans le moment présent, donc on va s'adapter aux besoins de l'enfant et aux capacités de l'enfant pour trouver des activités qui ont une signification pour l'enfant. Donc, notre mission, c'est prodiguer à l'enfant des soins palliatifs centrés sur ses besoins dans un environnement chaleureux et offrir à sa famille accompagnement, répit et suivi de deuil. Donc, nos services incluent des services de répit. On en a parlé avant, hein? C'est quand même un grand besoin des parents qui prennent soin de leur enfant 24 heures sur 24. Il y en a qui ont un certain aide du CLSC, mais souvent, ça se limite à quelques heures. Donc, le répit, pour nous, ça fait partie intégrante des soins palliatifs pédiatriques. Donc, les enfants qui viennent au phare, qui sont admis à nos services, ont droit à 30 nuitées de répit par année. Donc, l'enfant vient sans les parents, donc ça permet aux parents de prendre un moment pour eux, que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours. On a aussi des séjours de gestion de symptômes et soins de fin de vie, des séjours de transition pour les enfants connus de notre service qui ont été hospitalisés, puis qui ont une nouvelle technologie ou un nouvel enseignement consolidé, ils peuvent venir au phare pour ça. Et on offre aussi un suivi de deuil. On a différents programmes. Le programme Cultiver la mémoire, c'est vraiment le programme qui pris en charge par notre équipe de milieu de vie. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de cultiver la mémoire de l'enfant, ça se dit, hein? Fait que c'est des activités, ça peut être la création de souvenirs, ça peut être des activités avec la famille. Donc, à la fois, on crée des moments privilégiés, hein, des expériences positives pour l'enfant et sa famille. Et souvent, on a aussi un objet concret qui reste. Donc, dans le programme Cultiver la mémoire, ça peut être des empreintes, des moulages, des séances photos ou des expériences personnalisées. On a aussi des thérapeutes externes qui viennent. On a les docteurs clowns, zoothérapeutes, musicaux, massothérapie. Et on a toute une programmation d'activités en loisirs adaptés, comme j'ai mentionné, qui est adaptée aux capacités des différents enfants.
Donc, on a toute une équipe multidisciplinaire. Donc, on a l'équipe de soins avec infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et médecins. Donc, les infirmières auxiliaires sont présentes, sont sur place. Le médecin est présent le plus souvent sur place, mais le soir, la fin de semaine, à distance. Mais il y a tout un médecin de garde 24 heures sur 24 qui peut répondre aux appels. Je vous ai parlé un petit peu de l'équipe de milieu de vie. Donc, on a des spécialistes en loisirs adaptés, des accompagnateurs pour les enfants qui ont plus besoin d'un accompagnement un pour un, nos enfants qui sont ambulants, qui marchent, qui sont mobiles. Et on a une psychoéducatrice. Je vous ai parlé des thérapeutes externes. On a aussi un chien Mira. Je pense pas qu'on a une photo. Je pense que j'ai oublié de mettre une photo, mais on a un chien qui accompagne aussi nos enfants. Et l'équipe psychosociale qui ne cesse de grandir. Donc, on avait 2 travailleuses sociales. On a maintenant 4. Puis là, je dis travailleuse, mais il y a un travailleur social aussi qui s'est joint à l'équipe. Voilà. Puis, on a toute l'équipe de soutien, la coordonnatrice aux familles, la cuisine, entretien ménager, les bénévoles. Les bénévoles sont vraiment le cœur du fort, là. Ils jouent un rôle très, très, très important, à la fois directement auprès des enfants, mais aussi dans d'autres tâches connexes. La fin de vie, quand on parle de fin de vie, on sait que la Plus mort, fort, Antoinette. c'est ça, la fin de vie, on parle de la mort. La mort, ça fait partie de la vie, mais pourquoi on n'en parle pas? Hein? C'est difficile de parler de la mort. Pourtant, la mort, ben, elle est partout. Hein? Elle est dans les jeux. Si on regarde le jeu du pendu, dans les films aussi, hein? Le Roi Lion, par exemple, c'est déjà là dans les contes, dans les histoires aussi. Ce qui est paradoxal, c'est que notre malaise d'en parler, pourtant, ça fait partie de la vie, mais on a de la difficulté à en parler par contre. Fait que ça devient comme un peu un tabou. Euh, oui, je suis rendue à l'autre diapo, l'autre après. Non, il n'y en a pas une avant. Oui. Ouais, oui. Parler de la mort. Fait que les conséquences de parler de la mort, dans le fond, souvent on va dire il est parti, il est disparu, il n'est plus là, on l'a perdu. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent amener à avoir des peurs. Il est où? Il est parti, mais il est parti où? Fait que ça crée des peurs. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que ça va m'arriver à moi? Euh, Après ça, ben, la pression, puis ça, on peut se dire aussi, ce que les adultes, le fait que les adultes rendent la mort un peu comme un sujet tabou, c'est pas les enfants, c'est les adultes, dans le fond, dans la façon de l'aborder. Puis aussi, quand on est dans le deuil, il y a souvent une pression sociale qui vient avec ça aussi. Il faut retourner au travail rapidement. Ça fait 2 mois, il faudrait retourner au travail. Aussi, les prestations, tout ça, fait qu'il faut retourner au travail. Il y a un malaise de l'entourage aussi. En soi, il y a des maladresses, si on veut dire des choses parce qu'on veut faire du bien, mais finalement, c'est des maladresses pour la personne qui est endeuillée aussi. Puis souvent, les endeuillés se retrouvent seuls face à la mort. Ils peuvent être entourés, mais en même temps, ils se sentent seuls. Puis on le voit, nous, dans nos groupes aussi de parents endeuillés, souvent, ils nous disent, ben, on est entourés, mais on se sent seul là-dedans. Puis quand ils sont avec d'autres parents endeuillés, c'est là où ils ne se sentent pas seuls. Puis c'est comme le seul endroit où ils ne se sentent pas seuls, finalement. Donc, voilà. Au fond, on a, comme on disait avec Sylvana, on a le programme Cultiver la mémoire. Dans le fond, c'est vraiment de créer des beaux et des bons souvenirs, dans le fond. Fait que ça peut être des séances de photos, ça peut être des moulages, on fait des empreintes aussi, des activités spéciales. Souvent, on part d'un projet de famille, dans le fond, selon l'intérêt de l'enfant, puis on le continue selon les capacités de l'enfant aussi. Fait que ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Ça peut être aussi, tu as un enfant qui se faire tatouer. Il y en a un autre, ça peut être partir un tableau, puis la famille le continue. Dans le fond, c'est de laisser sa trace. Hein? Puis c'est vraiment un projet familial en même temps. Puis c'est vraiment entouré, c'est vraiment toute la famille avec l'enfant, dans le fond. Intégrer l'enfant dans ce projet-là. Donc, il y a toutes sortes de. On les voit ici, l'envolée de papillons, les bains post-mortem aussi, ça peut prendre avec la lumière, avec la musique, pour que ce soit comme quelque chose qui reste aussi pour la famille aussi. Puis dans le quotidien aussi, hein, les enfants qui viennent en répit, on commence déjà à cultiver la mémoire, dans le fond, à collecter tous ces beaux moments, ces bons moments. Fait que ça peut être des créations que les enfants vont faire, des photographies, des vidéos de ce que les enfants font pendant qu'ils sont au fort. On a aussi un carnet d'activités qu'on remet aux parents avec
avec dedans qu'est-ce que l'enfant a fait, s'il a fait des activités spéciales, des invités spéciaux comme les acteurs clowns, des fois on a des musiciens, des chanteurs qui viennent aussi, des moments à la piscine aussi. Puis ces moments-là, c'est important parce que j'ai parlé avec un papa après le décès de sa fille qui disait, ben, tu sais, je suis contente d'avoir eu ça, ça me fait du bien d'entendre que ma fille a passé des beaux moments, même si nous, on n'était pas avec elle, mais elle a passé un bon moment avec tel intervenant à la piscine ou à tel endroit, ça fait du bien aux parents aussi. Donc, ça fait vraiment partie de cultiver la mémoire dans tout ça aussi. Avec l'accompagnement psychosocial au phare, dans le fond, il va y avoir comme c'est tout au long de la trajectoire de la maladie, l'accompagnement dans le fond. Puis il y aura des décisions à prendre dans toute cette trajectoire-là. Puis nous, ben, l'accompagnement psychosocial, c'est d'être à côté, dans le fond, du parent. C'est de l'accompagner. C'est pas de prendre des décisions à sa place. C'est juste d'être à côté, puis de suivre aussi leur rythme, dans le fond. Puis nous, on a même des ateliers d'aide à la décision au phare qui peuvent aider les parents aussi. Comme disait Sylvana, des fois, est-ce qu'on fait telle chirurgie, on la fait pas? Est-ce qu'on installe une gastrostomie ou pas? Telle chirurgie pour la scoliose ou pas? C'est vraiment de les aider à prendre des décisions, la meilleure décision pour leur enfant. Fait que c'est vraiment de les aider dans cet atelier-là pour voir vraiment les coûts-bénéfices puis voir qu'est-ce qui est le mieux dans le fond pour leur enfant. Puis il n'y a pas de recette unique aussi. Il faut vraiment s'adapter à chaque famille. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est juste vraiment de s'adapter puis d'aller avec l'unicité de la famille. En gestion de symptômes fin de vie, ben, dans le fond, ça permet, l'accompagnement, c'est aussi d'avoir un espace pour se déposer pour le parent aussi, pour nommer son vécu aussi, sans jugement, de pouvoir arriver puis de dire s'il y a de la frustration, de la colère, de la tristesse, de pouvoir le nommer, d'avoir un espace, du temps aussi pour eux, puis comme un safe space. Souvent, les parents ils nomment comme un safe space où ils peuvent dire des choses, puis ils savent que ça leur fait du bien, puis on est là pour eux aussi, puis parler aussi. Pour les outiller aussi, avec la fratrie, comment parler à la fratrie de la mort, de ce qui s'en vient avec leur frère malade, parler avec l'enfant malade aussi, de ce qui s'en vient aussi. Fait qu'on est là pour les accompagner puis les soutenir là-dedans, puis leur donner des outils. Donc, les meilleures personnes, c'est les parents. Et nous, on soutient les parents, on les accompagne pour qu'ils puissent accompagner les frères et sœurs, les enfants malades. Donc, l'accompagnement psychosocial, ben, c'est de l'écoute, c'est avoir des grandes oreilles, une petite bouche, comme le dirait Josée Masson, la fondatrice de Jeunesse, c'est vraiment d'écouter et de ne pas juger non plus. Le non-jugement est important. D'avoir un espace, un safe space, puis du temps aussi, de permettre vraiment de se déposer, puis que ce ne soit pas rushé, que ce soit vraiment le temps nécessaire. Puis de reconnaître aussi le vécu. Tu sais, c'est pas rien ce que les parents vivent, puis juste que ce soit reconnu, on le nomme, puis que ce soit reconnu, ça fait du bien aussi aux parents. En dessous de l'accompagnement psychosocial à la prise en charge médicale et gestion de symptômes, c'était vraiment juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait dans la prise en charge médicale, parce que peut-être que vous dites, oui, mais là, il n'y a plus de traitement à visée curative, fait que le médical, comment est-ce que ça rentre? Bien, c'est vraiment dans la gestion des symptômes. On a parlé de qualité de vie. On veut que la qualité de vie soit la meilleure possible jusqu'à la fin. Puis, il n'y a aucune raison en 2025, avec tous les traitements qu'on a, qu'un enfant souffre en fin de vie. Fait qu'on a tous les outils nécessaires pour soulager la douleur et les autres symptômes qui peuvent amener une détresse. Donc, ça, c'était juste un exemple d'un diagnostic très précis, là, qui est le gliome du tronc, qui est une tumeur cérébrale qui a un pronostic très sombre. Malheureusement, la grande majorité des enfants vont décéder dans les 2 ans suivant le diagnostic initial. Puis ici, le tableau, c'est les symptômes documentés dans les 3 derniers mois de vie. Fait qu'on parle de fardeau de symptômes. Il y a quand même beaucoup de symptômes. C'est comme 100% ont une difficulté à la démarche, donc sont plus capables de se déplacer. 81% ont une dysphagie, donc plus capables d'avaler. Des difficultés à la parole, la fatigue, des changements visuels, nausées, vomissements, maux de tête, douleurs non autres que les maux de tête, des symptômes respiratoires. Fait qu'il y a quand même beaucoup de symptômes. Fait que nous, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir pour soulager la souffrance. Puis on le fait avec un mélange de médicaments et de mesures non pharmacologiques. Puis ça peut être un peu de tout, hein. Ça peut être de la massothérapie, ça peut être avoir un animal de compagnie pour diminuer l'anxiété. Donc, il y a plein de différentes techniques qu'on peut utiliser pour soulager les symptômes et accompagner la famille.
J'aime bien présenter cet exemple de l'alimentation pour le plaisir parce que en fin de vie, souvent, ce qui arrive, c'est que les enfants soit sont plus en capacité de manger hein, parce qu'ils ne peuvent plus avaler ou tout simplement avec le ralentissement des fonctions corporelles, ils n'ont plus faim. Hein. En fin de vie, on perd cette sensation de faim, fait qu'on n'est plus dans une approche d'alimenter pour, tu sais, donner des forces puis apporter des calories, mais on sait que ça peut être une source de plaisir pour certains enfants. Donc, on avait un enfant qui avait une dysphagie importante, qui n'était pas capable d'avaler, mais qui aimait tellement les Skittles. Ça lui amenait beaucoup, beaucoup de plaisir manger des Skittles, mais là, évidemment, un Skittles, c'est petit, il y a un risque d'étouffement, d'aspiration, donc il ne pouvait plus en manger. Donc, c'est un exemple pour vous montrer comment les gens se mobilisent pour individualiser le traitement. Nos cuisinières fantastiques ont pris des Skittles puis ont fait une espèce de soupe à Skittles. Fait qu'ils ont comme, c'est ça, ils ont fait comme du liquide aux Skittles et on a pu l'offrir avec une seringue, donc tout doucement, pour que l'enfant puisse au moins avoir le plaisir d'avoir la saveur de goûter aux Skittles. Fait qu'on peut être super créatif en soins palliatifs pédiatriques. On dit souvent we think outside the box, on est créatif parce que justement, on est limité souvent par les limitations physiques de l'enfant. Fait qu'on doit trouver des façons créatives de répondre aux besoins de l'enfant puis d'amener un peu de plaisir. Donc, quand la fin de vie approche, on est vraiment dans une prise en charge médicale. Donc, quand l'enfant est admis au fort pour une fin de vie, c'est parce que c'est vraiment le souhait de l'enfant et ou de sa famille d'être au fort plutôt que d'être à la maison ou dans un milieu hospitalier. Donc, à ce moment-là, on devient l'équipe traitante parce qu'on prend en charge tous les symptômes de l'enfant et nos médecins ont une expertise en soins palliatifs. Donc, on va vraiment optimiser la médication. On donne des médications par plein de voies différentes. Donc, par la bouche, si on est encore capable. Sinon, pour les enfants qui ne peuvent pas avaler, on donne en transmuqueux, on peut donner en sous-cutané. Donc, il y a plein de voies différentes possibles. On a des protocoles pour traiter la détresse respiratoire, des crises de douleur, des convulsions, par exemple, qui peuvent arriver en fin de vie. Et je vous ai déjà parlé un petit peu des approches non pharmacologiques. Donc, ça peut être aussi simple que avoir la fratrie présente, avoir les parents au chevet, un animal de compagnie, la luminothérapie, une petite fan pour les symptômes respiratoires, un petit ventilateur, ça peut aider. Fait qu'il y a plein d'approches qu'on peut mettre au profit de l'enfant. On a aussi différents rituels qui sont vraiment propres au fort. Je vais parler de la lanterne, mais on a une aide d'honneur qu'on va offrir aux familles une fois que, après le décès de l'enfant, quand le corps va partir, on offre une aide d'honneur. Donc, tout le personnel présent qui souhaite participer fait la file de part et d'autre du corridor principal pour honorer l'enfant qui quitte le fort. On fait une carte personnalisée qu'on envoie aux familles. On a aussi des cérémonies, soit annuelles ou aux 5 ans, des cérémonies commémoratives. Nous, on a un partenariat avec Magnus Pori, fait qu'on a de façon annuelle une cérémonie pour les enfants, pour les familles qui ont profité de Magnus Pori, de ce partenariat-là. Et aux 5 ans, c'est vraiment pour tous les enfants qui sont décédés dès le début de l'histoire du fort. La lanterne, c'est un rituel très particulier pour nous. On a une lanterne sur le mur accrochée au poste des infirmières, puis une autre lanterne à l'entrée du fort. Quand on a un enfant qui approche la fin de vie, donc en fin de vie active, qu'on dit, on va allumer la lanterne. C'est une façon de tu sais, pour que tout le monde dans la maison puisse être au courant qu'il y a un souffle qui vacille, qu'il y a un enfant en fin de vie. Donc, pour respecter ce qui se passe, pour tamiser notre énergie, hein, c'est pas le moment d'être dans le corridor et avoir une discussion à voix haute sur le fun qu'on a eu en fin de semaine. Il y a un enfant en fin de vie, fait qu'on est dans le respect, on est dans cette énergie-là. Et une fois que l'enfant décède, on éteint la lampe. Ça peut être nous qui le faisons ou ça peut être la famille, les parents, la fratrie qui peuvent éteindre la lampe. Fait que c'est à la fois aussi un symbole, ça peut être quelque chose, un geste très symbolique pour la famille. Et la lanterne qui est à l'entrée principale, on la laisse pendant 2 semaines après le décès. Comme ça, chaque personne qui rentre au fort, qui franchit notre porte principale, ben, ils savent que nous, on est en deuil, la maison est en deuil pour un de nos enfants. Donc, je vais juste vous lire le petit poème qui va avec parce que je trouve que c'est très touchant puis ça explique bien le rituel. Donc, c'est une lampe, une vie.
Lorsque tu marches, roules, cours dans ce couloir et que tu aperçois d'autres comme toi, s'esclaffant et s'amusant, tu sais que dans cette maison, la vie se déroule, les rires se font écho et le moment, lui, importe plus que tout. Si tu marches, roules, chemines dans ce couloir et que tu aperçois, perché sur le mur, notre petite lampe, sa lumière dansante, étincelante au milieu de la nuit noire, sache qu'en notre maison, un souffle vacille. Si tu marches, roules, déambules dans ce couloir et que tu remarques notre lampe toujours en place, sa lumière disparue, sache que notre maison pleure, vague houleuse en notre cœur, car une vie vient de larguer ses amarres. Lorsque tu marches, roules, erres dans ce couloir, tu dois savoir que si de la maison un enfant s'est retiré, son souvenir, lui, tel un phare éblouissant, demeure à jamais dans nos mémoires. Donc ça, c'est le petit poème qui accompagne le rituel de la lanterne. Ce que je voudrais rajouter avec la lanterne, c'est quand on l'éteint, on rajoute une photo de l'enfant. Aussi, fait comme ça, on a la photo de l'enfant qui est décédé avec la lanterne qui est éteinte par la suite. Dans notre programme de suivi d'œil au phare, on a plusieurs volets. Donc, on a le volet où est-ce qu'il y a un suivi individuel, de couple ou familial. Ça s'adresse aux parents, aux frères et sœurs, mais ça s'adresse aussi, ça peut être aux grands-parents, une personne significative comme une tante, une marraine, un parrain, un oncle. Donc, ça peut être pour eux aussi. Les objectifs, c'est vraiment d'accompagner et de soutenir à travers le processus de deuil. Hein, il n'y a pas de temps défini. Ça peut être, il n'y a pas un nombre fixe de rencontres. Ça peut être le nombre de rencontres dont la personne endeuillée a besoin, que ce soit le parent, la fratrie, comme je nommais. Il n'y a pas non plus de temps après le décès. Ça se peut que le suivi de deuil individuel ou de couple, ça soit quelques mois après le décès, un an après le décès. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... C'est quand on en a besoin. Et c'est gratuit. Tous ces services-là sont gratuits aussi. Puis le but, c'est vraiment d'offrir un espace de parole pour le vécu, pour nommer les émotions, c'est sans jugement aussi avec un cadre professionnel. Puis l'important aussi dans les suivis, c'est vraiment de normaliser le vécu du deuil, donc de reconnaître le vécu, de mettre des mots. Chaque deuil est unique, hein? Donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est chaque personne a son deuil, elle le vit de façon unique. On a aussi des groupes de soutien pour parents endeuillés. Donc, le but, c'est de rompre l'isolement. Comme je disais tantôt, hein, souvent, les parents endeuillés se sentent seuls, même s'ils sont entourés. Donc, c'est vraiment de rompre cet isolement-là, de se retrouver avec d'autres parents qui vivent un deuil aussi. C'est alors de leur offrir vraiment un espace sécuritaire où est-ce qu'ils peuvent se déposer. Ils peuvent prendre le temps aussi de raconter leur histoire, sans avoir peur des réactions des autres. Parce que souvent, les parents endeuillés nous disent, ben, tu sais, j'en parle avec une amie ou avec un parent, mais là, je dois vivre leur peine à eux aussi. Donc, ça fait beaucoup. Tandis que là, ils peuvent juste raconter leur histoire sans avoir à prendre soin de l'autre à qui ils racontent leur histoire. Ça permet de partager aussi entre parents endeuillés qui se comprennent, de développer aussi une entraide mutuelle, hein, et se créer un réseau entre ces parents-là aussi. Puis de les soutenir au niveau du cheminement du deuil parce que chaque deuil est unique aussi. Donc, c'est vraiment de... Puis le deuil se transforme aussi. Il n'y a pas de limite de temps dans le deuil non plus. Donc, les rencontres sont structurées. Il y a 8 rencontres. Puis après ça, 2 mois plus tard, on fait une rencontre bilan. Puis à chaque rencontre, il y a des thèmes différents qu'on aborde pour chaque rencontre. C'est basé vraiment sur l'approche narrative, donc le fait de raconter son vécu, de raconter son histoire. Ensuite, on a aussi les ateliers du temps des fêtes. Fait que ça, c'est tout le temps au mois de décembre. Ça s'adresse à toute la famille. Ça peut être les grands-parents, la fratrie, les personnes significatives en début décembre. Parce que souvent, quand arrivent les fêtes, mais c'est ça, on est comme un peu mitigé. Il y a les autres enfants, est-ce qu'on fête Noël? On n'a pas le goût, tout ça. Fait que c'est vraiment d'échanger. Des fois, c'est d'avoir des nouveaux rituels. Des fois, c'est d'avoir un moment aussi pour penser à l'enfant aussi qui est décédé. Ça offre un espace de parole. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une activité familiale où est-ce qu'on fait autour de l'enfant qui est décédé. Ça peut être une couronne ou une boule de Noël ou des choses comme ça. Puis ensuite, on met les adultes qui peuvent se parler, partager pendant que les enfants sont ensemble en train de faire une autre activité puis pouvoir être ensemble.
Donc, c'est un peu ça. C'est beaucoup de briser l'isolement aussi, encore une fois, puis de se retrouver avec d'autres parents, d'autres familles endeuillées pour pouvoir vraiment échanger. Puis, il y a pas de, il y a des familles que c'est leur premier Noël, d'autres, c'est leur 5e Noël. Fait que ça permet vraiment un bel échange. Ça permet de voir, tu sais, puis d'échanger des façons de faire, des rituels, comment chaque famille le vit aussi. Donc, c'est vraiment très riche, ça. C'est ouvert à toutes les familles endeuillées aussi. On a aussi des activités thématiques. Donc, ça peut être des cafés causeries, donc des rencontres entre parents endeuillés avec différents thèmes. Des conférences aussi. Des fois, on a des invités qui vont nous parler du deuil de la fratrie, par exemple, ou le deuil des grands-parents. On a aussi des visionnements de films. Puis après ça, il y a une discussion par la suite sur le deuil. Ça permet d'avoir vraiment une discussion puis un échange. Et on a aussi les cérémonies commémoratives, comme le nommé tout tantôt, Sylvana, donc une fois par année avec notre partenariat Main des Soirées, ou celle aux 5 ans. Donc, comme vous voyez, l'enfant est vraiment au cœur de notre mission. Chaque enfant est unique, donc on s'adapte à chaque enfant avec ses besoins, sa personnalité, ses capacités. Ses besoins, oui, il y a la médication, il y a les soins, il y a le positionnement, mais il y a aussi les rires, le jeu, le moment présent aussi, puis c'est ça qu'on met de l'avant, puis c'est ça qu'on, dans notre programme Cultiver la mémoire aussi, c'est tout ça. Et s'amuser jusqu'au bout de la vie, bien, un enfant va être un enfant jusqu'au bout de sa vie. Donc, c'est ça qu'on fait au phare. On accompagne l'enfant jusqu'au bout de sa vie, mais il est un enfant jusqu'au bout de sa vie et c'est ça qu'on met de l'avant au phare pour vraiment, c'est ça, s'occuper vraiment de l'enfant qui reste au cœur, puis on est là pour eux.